Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, et je vais vous dire, il se passe des choses un peu partout. Et il se passe des choses, avant de parler de Marseille et de la France avec Éric Lanzaron, je vais vous donner quelques informations venant du Kansas, l'État du Kansas aux États-Unis. Eh bien, le procureur général du Kansas, vous savez qu'aux États-Unis, les États sont autonomes et indépendants du point de vue justice. Eh bien, le procureur général du Kansas, Chris Kobach, a intenté une action en justice lundi 17 juin contre la société pharmaceutique Pfizer, alléguant que entre guillemets, c'est ce qu'il dit, alléguant que Pfizer a induit le public en erreur en lui faisant croire qu'elle avait un vaccin Covid-19 sûr et efficace, guillemets, et ajoute le procureur, en violation de la loi sur la protection des consommateurs de l'État. Et, autre chose, un tweet hier de Robert F. Kennedy Jr., vous savez, qui est candidat à la présidence des États-Unis, Robert F. Kennedy, le fils de Robert Kennedy. Et il dit que l'année dernière, faut pas oublier, le procureur général du Texas, Ken Paxton, déjà l'année dernière, a intenté une action en justice du même genre contre Pfizer, qui est toujours en cours. Donc il dit, Robert Kennedy, 5 États américains, le Texas, le Utah, le Kansas, le Mississippi et la Louisiane, sont en train de poursuivre, d'attaquer Pfizer, pour dire qu'ils savaient et qu'ils ont effectivement caché que le vaccin pouvait poser des myocardites, des péricardites, des fausses couches et la mort. Et quand même, dit toujours Robert Kennedy, ça fait quand même 10% des États américains, 10%. Et il dit la marée, en tout cas, est en train de changer de sens. Bonjour, Éric Lanzaron. Bonjour André Berkov. Alors, vous êtes, avocat en droit public, vous êtes avocat en droit de la santé, on vous a déjà reçu parce que vous défendez effectivement un certain nombre de personnes, justement, qui, en tout cas, nous on dit pas il y a corrélation ou pas, voilà, en tout cas, qui essayent de voir si tel ou tel vaccin n'a pas causé des effets secondaires. Et vous, en février 2023, vous avez commencé en février 2023, donc il y a 1 an et demi pratiquement, vous avez lancé une procédure, effectivement, que vous avez demandé à la justice d'enquêter sur la raison probable d'une vaccination contre le Covid, susceptible, je dis bien susceptible, rien n'est prouvé, d'avoir causé des effets secondaires sur sa cliente. Depuis, Henriette, votre cliente, souffre en effet d'une polyarthrite rhumatoïde qui l'empêche de se déplacer. Alors, Maître Éric Lanzaron, je voudrais qu'on revienne sur tout ça, pas spécialement sur ce cas, mais sur ce qui se passe, vous en avez beaucoup d'autres. Comment se passe en fait déjà la mécanique? C'est-à-dire, quelqu'un vient chez vous, dit écoutez, je souffre de cela ou de cela ou de cela, est-ce que vous pouvez me défendre? Vous la défendez, et comment vous procédez? Bien, alors déjà, et après on se focalisera sur le dernier rapport de l'OPES. Oui, effectivement, je reçois énormément de victimes en errance médicale totale et qui m'apportent leurs dossiers médicaux, et en fonction du dossier médical et de l'errance, et voir un peu les comptes rendus médicaux qui me sont apportés, j'essaie de voir quelle pourrait être la probabilité de la survenance d'un lien causal entre la pathologie dont souffre la victime et le vaccin. Et en fonction, effectivement, j'assigne le laboratoire Pfizer, je vous en avais parlé, le laboratoire BioNTech devant le tribunal judiciaire de Paris notamment, pour demander une expertise. Et en réalité, ma difficulté aujourd'hui, elle persiste, c'est que la plupart, et je vous en avais parlé, des experts qui sont désignés sont perclus de conflits d'intérêts. Et donc, si on parle de dossier de Henriette, cette victime pour laquelle j'avais assigné le laboratoire, je suis toujours à la recherche, dans l'attente de ce que le magistrat en charge des opérations d'expertise désigne un expert, puisque jusqu'à présent, j'ai récusé tous les experts qui étaient systématiquement perclus de conflits d'intérêts. Alors, excusez-moi, justement, mais c'est très intéressant de préciser. Il y a eu combien d'experts que vous avez récusés jusqu'ici, dans ce cas-là?
tous. Alors, vous dites... J'ai pas peur de le dire. Oui. J'ai pas peur de le dire. J'étais venu l'an passé, vous m'aviez dit les accusations sont graves. Je dis aujourd'hui, dans mes dossiers, systématiquement, les experts sont perclus de conflits d'intérêts et les magistrats en charge des opérations d'expertise devant qui j'amène un dossier très bien ficelé, très bien documenté, ne font pas grand-chose, si ce n'est compter les points, et plutôt que de récuser l'expert, me disent on va attendre, on est dans l'attentisme total, au détriment des victimes qui sont totalement piétinées. Et pour revenir sur cette victime de février 2023, elle attend toujours l'expertise. J'ai récemment fait un courrier un peu comminatoire à la magistrate qui n'a pas décemment cru bon de répondre. Et donc aujourd'hui, cette victime, et comme toutes les victimes des faits indésirables en France, c'est une... j'allais dire bouteille de coca après consommation, vous voyez, celle que vous trouvez dans la rue, vous jetez un coup de pied, tantôt elle atterrit sur le trottoir à gauche, tantôt sur le trottoir à droite, et pendant ce temps, rien ne se passe. Alors, attendez, Éric Lanzarotte, justement, vous dites, vous avez des preuves que la quasi-totalité ou la totalité des experts que vous avez, enfin, je ne dis pas tous, bien sûr, mais que vous avez avec qui vous avez eu affaire, sont dans les conflits d'intérêts. Vous avez des preuves de ça, des preuves précises? André, bien entendu, je suis avocat, donc je documente les griefs que j'apporte au juge, et si vous voulez, j'essaie de corriger le trou de la raquette du site Transparency Santé, qui est un site totalement déclaratif, où les experts et les scientifiques déclarent à peu près ce qu'ils veulent. Bon, l'État n'ayant pas fait son boulot, moi je documente les conflits d'intérêts, l'existence de conflits d'intérêts, et j'apporte sur un plateau l'existence de conflits d'intérêts aux magistrats en charge des opérations d'expertise. Alors, les magistrats n'assument pas. Oui, alors justement, Éric Lanzarotte, quel genre de conflit d'intérêts, sans nommer les noms, c'est pas le problème de dénoncer, mais quand vous dites conflit d'intérêts par rapport à un expert, et c'est grave, parce qu'effectivement, l'expert est chargé, il est financé par ses laboratoires, il a des... Mais bien sûr, vous avez des experts qui travaillent dans des laboratoires qui ont été financés, et qui sont financés par Pfizer. Vous avez même... André Berkoff, des experts qui osent vous dire « j'ai travaillé pour Pfizer, mais absolument pas pour le vaccin, maître ». Et donc votre arrogance, je ne la supporte pas. En réalité, monsieur André Berkoff, ces experts qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique depuis des années ont un biais d'analyse qui est en faveur de l'industrie pharmaceutique. Et venir me dire « j'ai travaillé pour Pfizer, mais absolument pas dans la conception du vaccin, donc je n'ai pas conflit d'intérêt », c'est prendre des vessies pour des lanternes. Et effectivement, je n'ai pas peur de le dire, la plupart de ces mandarins qui sont totalement arrogants piétinent l'expertise, piétinent les victimes des faits indésirables. Et aujourd'hui, dans la quasi-totalité de mes rapports d'expertise, j'en suis en moyenne à 18 mois sans avoir d'experts désignés par le tribunal. Vous trouvez ça normal? Absolument pas. Alors après, pour rebondir sur le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation de choix scientifiques qui a été rendu, l'OPESC. Donc l'OPESC, quelques mots sur l'OPESC, c'est un office parlementaire qui est composé de députés, 18 députés, 18 sénateurs, d'accord, et qui est désigné par leur groupe politique. Bon, pour se charger de quoi? Rappeler aux auditeurs quel est son but, quelle est sa fonction? C'est informer le Parlement des conséquences des choix à caractère scientifique et technologique afin d'éclairer, et c'est très important, afin d'éclairer la représentation nationale. Et tout à l'heure, quand vous parliez de parole, de ministère de la parole, on peut en parler dans le cadre de ce rapport. Son rôle de l'OPESC, c'était d'évaluer les effets indésirables post-vaccinaux et de rechercher les améliorations à mettre en œuvre auprès des acteurs scientifiques et des contradicteurs, et non pas de venir défendre à travers 143 pages la position du système, les autorités de santé et l'industrie pharmaceutique. En réalité, cet office, André Berkoff, par cette enquête, devait s'assurer que le système de suivi post-vaccination mis en place dans un contexte, et je le répète, dans un contexte de vaccination massive avec un nouveau vaccin, était adapté et performant. Or, de ce que je constate à la lecture de ce rapport,
Ce n'est pas un bilan, c'est de la communication. Et vous en parliez tout à l'heure de la communication. C'est de la communication. Les tenanciers de la pharmacovigilance à la française se font les porte-paroles de l'industrie pharmaceutique, se font les porte-paroles des vaccins au détriment des victimes des effets indésirables. Et donc, je dis et je l'assume, c'est Ponce Pilate qui se lave les mains devant la foule qui abandonne Jésus, et Jésus là, ce sont toutes les victimes d'effets indésirables qui sont totalement abandonnées. Vous voulez dire, Eric Lanzaron, juste, dans ce rapport donc de Lopez, il n'y a pas de contradictoire? Il n'y a pas de... Il ne présente pas les points de vue opposés. Pas du tout. André Berkoff, c'est un rapport trop d'homo qui se veut le porte-parole. Et ce qui est scandaleux, c'est que 18 députés, vous voyez le lapsus député parce que je le suis, et 18 sénateurs n'ont pas cru bon de poser les questions de bon sens que je vais vous poser, que je pose à vos auditeurs. Effectivement, rien n'a été fait. Et comme disait Einstein, qui résumait parfaitement ce rapport, on ne résout pas, André Berkoff, un problème avec des modes de pensée qui l'ont engendré. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une pharmacovigilance qui n'est absolument pas efficiente, qui n'est absolument pas performante, qui n'est absolument pas représentative. Et quand je dis ça, vous pourriez me dire, maître, vous êtes avocat, venez pas sur le terrain scientifique, mais c'est pas moi qui le dis, André Berkoff, c'est dès 2006, et c'est madame, j'ai les déclarations, de madame Jonville-Béra, qui est l'actuelle patronne des CRPV en France. CRPV, rappelez ce qui est CRPV, s'il vous plaît. Ce sont les centres de recherche là où on fait les déclarations d'effets indésirables, d'événements indésirables. Voilà, et qui était chargé de récolter, de recueillir tous les événements indésirables. Et donc cette dame Cette dame qui est aujourd'hui, après 20 ans, André Berkoff, après 20 ans. Mais si vous voulez, on préfère garder son job que sauver son honneur. En 2006, d'accord, la pharmacovigilance française, et je cite, pour éviter tout procès en incompétence, il était dit en 2006, soit il y a presque 20 ans, la pharmacovigilance est fondée sur la notification spontanée des effets indésirables, d'accord, qui établit l'importance de la relation entre chaque médicament pris par le patient et la survenue de l'effet indésirable. La notification spontanée est une méthode passive fondamentale pour gérer les alertes, mais trop peu exhaustive. 1 à 10% des effets indésirables graves sont notifiés, rendant nécessaire des études de pharmacovigilance. D'accord. Ce que je suis en train de vous dire, André Berkoff, c'est depuis quasiment 20 ans, la pharmacovigilance, l'ANSM, les CRPV, tous ces mandarins qui d'ailleurs ont été auditionnés, c'est-à-dire c'est ceux-là même qui ont fait l'histoire qui sont interrogés, mais il n'y a aucune contradiction, aucun contradicteur, tout va bien Madame la Marquise, c'est ces gens-là qui aujourd'hui viennent nous dire, Monsieur Berkoff, que on ne peut pas constater de signaux importants et de déplorer qu'on ne remonte pas suffisamment de signaux, quand précisément, notre système actuel de pharmacovigilance ne permet pas de mesurer ces signaux. Et quand je vous dis ça, c'est pas moi, avocat à Marseille, qui le dit, ce sont les CRPV qui le disent depuis des années. Il suffit de lire le rapport pour constater qu'il manque de moyens humains, qu'il manque de moyens financiers. Et donc, la conclusion, pour que les auditeurs comprennent, à partir du moment où on se satisfait d'une pharmacovigilance aussi peu performante, où on dissimule, ou en tout cas on cache sous le tapis les effets indésirables, parce qu'on n'a pas les moyens de les mesurer et de les appréhender et de les rendre un peu plus représentatifs, vous faites le lit à l'industrie pharmaceutique. Parce que vous dites, il n'existe pas d'effets indésirables, il n'y a pas d'indemnisation, et donc s'il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas d'indemnisation. Le message est très clair à l'industrie pharmaceutique. Venez, il n'y a pas de souci, on va continuer comme ça pendant 20 ans, et on pourra dans les années à venir, avec la survenance d'autres pandémies et d'autres maladies. Oui, mais dites-moi. Pandémies avec un même système. Et l'hypocrisie, André Berkoff, c'est que depuis 2006, tous les rapports, le rapport, il suffit de le lire. D'accord, non, mais vous nous en avez parlé. Oui, tout à fait. De 2010, de la H1N1,
déjà parlé de la faiblesse de la pharmacovigilance. Le rapport Villani de 2002, toujours de l'Office parlementaire, parlait de la faiblesse de la pharmacovigilance. D'accord, non, on va pas égrener. Non, Eric, on va pas égrener tous les rapports, mais dites-moi, c'est une chose que je comprends pas dans ce que vous dites, et on va parler aussi, je sais que vous avez énormément de dossiers là-dessus, mais quelque chose, vous avez écouté ce que dit Robert Kennedy, on voit les plaintes de tel ou tel gouverneur de 10% des États américains aujourd'hui, on voit quand même que ça change, et en Europe aussi, on a énormément en tout cas de piqûres de rappel, de lanceurs d'alerte qui commencent à dire attendez, il y a quand même des problèmes. Et attendez, même sur le plan même Delfrécy lui-même, l'ancien président de l'ancien conseil scientifique, lui-même a reconnu qu'il y avait des problèmes. On va pas tout énumérer. Donc, comment vous expliquez que rien ne change de ce point de vue-là, enfin du point de vue des experts et du point de vue des magistrats avec qui vous avez affaire? Rien ne change parce que, me semble-t-il, ça satisfait tout le monde. En réalité, c'est l'hypocrisie et la parole. En réalité, depuis 20 ans, rien n'a changé parce que l'industrie, en réalité, si vous voulez, depuis 4 ans, j'ai bataillé, ferraillé contre Pfizer, contre BioNTech, et puis avec du recul, je m'aperçois que finalement, le laboratoire en France, Pfizer, est à la place qu'on a bien voulu lui laisser. Et cette place-là, qui est grandiloquente, grandissante et énorme, elle a été laissée par la passivité des autorités sanitaires, par la passivité de la pharmacovigilance, qui n'a pas mis en œuvre les moyens qu'il fallait pour contrôler un peu plus le laboratoire Pfizer. Et donc c'est cette passivité, là où il y a des responsabilités qui seront recherchées, André Berkoff, c'est cette passivité, parce que les membres, ceux qui sont cités dans l'article, alors vous citez M. Delfrécy, mais M. Fischer, on ne peut pas dire qu'il ait eu bonne presse à l'égard des effets indésirables, et celui-ci, j'allais dire, c'est le VRP de ce rapport de l'OPESC. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on n'a rien fait, et cette passivité depuis 20 ans, elle sera recherchée en responsabilité devant la justice, parce que une telle passivité pendant tant d'années, ça revient à faire sciemment la place et le lit à l'industrie pharmaceutique au détriment. Le grand vainqueur, c'est l'industrie pharmaceutique. Le grand perdant, André Berkoff, le grand perdant, c'est les effets indésirables. C'est les victimes des effets indésirables. Les victimes. Je vous assure, j'ai assisté à des dizaines d'expertises qui sont totalement animalières, et je pèse mes mots, arrogantes, animalières, et qui de toute façon se soldent par un rejet du lien de causalité. Et vous savez pourquoi par un rejet de lien de causalité, M. Berkoff? Parce que les critères d'évaluation d'imputabilité du lien de causalité, ils sont de 3 ordres. Le critère temporel, dans les suites immédiates du vaccin, vous avez développé une pathologie. Le critère sémiologique, aucune autre cause ne vient expliquer le vaccin. Mais aujourd'hui, tous les experts dans les expertises vont rechercher une autre cause. Et je prends un exemple tout simple. Allez-y. D'accord ? J'ai un jeune qui a fait une myocardite, d'accord ? Il se trouve qu'il a fumé du hashish, d'accord ? Il a fumé du hashish. Eh bien, rendez-vous compte que comme ces critères sont totalement stringents, très rigides, l'expert dit, maître, finalement, c'est peut-être pas le vaccin qui a provoqué la myocardite, parce que je vois qu'il y a peut-être une contre-indication qu'il a fumé du hashish à titre récréatif. Et donc, on rejette le lien de causalité. Je comprends. Mais rejeter le lien de causalité dans ce cas-là, ça n'implique pas que le vaccin ne soit pas responsable. Et donc, moi, j'aimerais connaître tous ces dossiers qui ont été rejetés. En fait, ce que vous dites, j'ai bien compris, Maître Lanzaron, vous dites effectivement qu'il y a là un problème, et à la fois un problème de moyens, un problème de conflit d'intérêts, et un problème effectivement de passivité, vous l'avez bien énuméré. Aujourd'hui, vous avez juste une dernière question, vous avez combien d'affaires, vous diligentez? J'ai plus de 250 dossiers, mais tous les jours, si vous voulez, et c'est ça qui est surprenant. Vous voyez, quand l'ONIAM et monsieur Leloup vient se gargariser en disant qu'il n'y a pas beaucoup de dossiers, je note que entre 2022, d'accord, et 2024, il y a eu un accroissement considérable de la demande d'indemnisation, alors que objectivement, nous ne sommes plus en campagne vaccinale, et que ce nombre de dossiers devrait décroître. Et ce qui est le plus ahurissant, c'est qu'aucun député et sénateur ne puisse poser ces questions que je vous pose. Ce sont simplement des questions de bon sens. Mais pourquoi ils ne le peuvent pas? Ils le peuvent s'ils veulent.
Quand vous dites aucun député des sénateurs ne puisse, s'ils ont envie, ils peuvent. Parce qu'ils font preuve d'une passivité, c'est tout. Ah ben voilà, on revient à tout ça. Monsieur Berkoff, il y a des gens qui sont pleutres et qui ne veulent rien savoir. C'est-à-dire, c'est du suivisme total et on ne contredit pas les experts. Ce sont des mandarins. Toutes les personnes qui ont été auditionnées dans le cadre de ce rapport ont fait l'histoire de la politique vaccinale. Vous pensez réellement et sincèrement qu'elles vont venir vous dire « on a fait tout mal ». Non, ils ont fait tout bien, sauf que les effets indésirables... Vous dites, comme Albert Einstein, on ne va pas demander aux gens qui ont créé les problèmes de les résoudre. C'est un peu ça. Exactement. Mais c'est exactement ça. Et donc, on continue comme ça. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que les vaccins qui vont être de plus en plus rapides avec l'intelligence artificielle, on peut continuer comme ça dans les années à venir. Mais si on ne réforme pas notre système de pharmacovigilance, on met les miettes sous le tapis, pas d'effet indésirable, c'est très bien. On donne finalement une autorisation permanente à l'industrie pharmaceutique de vous dire. Et c'est pas simplement les vaccins, André Berkoff. Ce sont aussi tous les médicaments avec les effets indésirables. Si vous avez une pharmacovigilance qui est totalement passive, et qui ne relève pas les effets indésirables. Éric Lanzaron, on est d'accord. En tout cas, on est d'accord sur un point. Je ne vous suis pas sur tout. Enfin, moi, je regarde, j'observe. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais en revanche, là, vous avez raison. Il faut que la pharmacovigilance soit complètement avec les moyens qu'il faut, l'honnêteté qu'il faut et la rectitude qu'il faut. Merci en tout cas de vos investissements et on va suivre cela. Merci Éric Lanzaron d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Et puis vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.